Dans le quotidien de leur métier, des artisans et des artisanes de la terre et des goûts expérimentent pour continuer à nous nourrir durablement. Leur positionnement interroge l'avenir des métiers de bouche d'un point de vue économique, sociétal, culturel et environnemental. Le temps d'un entretien de 30 minutes, entendons leur voix et ouvrons nos représentations pour réfléchir à l'avenir de notre alimentation. Tribune d'artisans, prendre des bifurcations. Une émission présentée par Laetitia Chalandon sur Radio Anthropocène, en partenariat avec le média culinaire et engagé Machon Palémo. Et aujourd'hui, la vie des champs dans nos cités. Agriculturons-nous ? La France artificialise chaque année entre 50 000 et 60 000 hectares, soit l'équivalent d'un terrain de foot toutes les 7 minutes. Les terres agricoles sont directement impactées et cela fragilise notre capacité de production alimentaire. Dans cette émission, nous évoquerons la gestion des espaces agricoles dans le milieu périurbain avec un exemple intéressant sur la commune de Collonges au Mont-d'Or. Au XVIe et au XVIIe siècle, les habitants de Collonges sont laboureurs, vignerons et parfois tisserands. Au XXe siècle, l'aménagement du territoire conduit à l'adduction d'eau, aux égouts, à l'éclairage public. L'industrie chimique s'installe dans la plaine de Varennes. Peu à peu, les cultures maraîchères et fruitières disparaissent. Les lotissements poussent. En 2018, 1% de la commune est occupée par une activité agricole. C'est en 2017 que Vincent Galliot s'installe sur un ancien terrain agricole et lui redonne sa vocation initiale. Ensemble, nous allons évoquer cette préservation et nous demander comment l'agriculture peut-elle retrouver sa place dans nos espaces urbains. Alors, le 19e siècle est assez paradoxal de ce point de vue, puisque l'effet de la Révolution est d'avoir supprimé toutes les différences de règles, de statuts entre le monde des villes et le monde des champs. Et donc, a priori, l'effet de la Révolution est d'avoir créé un territoire unique, découpé en départements, en communes, qui ne distingue pas dans la loi les communes rurales et les communes urbaines. Et pourtant, effectivement, c'est le siècle qui va marquer dans les imaginaires et dans les pratiques une dissociation entre le rural, qui est assimilé effectivement à l'espace nourricier, à l'espace qui vient du passé, qui est porteur des mondes anciens, et la ville qui est le lieu de l'innovation, de la modernité, de l'industrie. Alors même que les travaux des historiens l'ont montré, l'industrialisation se fait aussi bien dans le monde rural que dans le monde urbain, et qu'on oublie toujours que le secteur tertiaire, le secteur des services, lui aussi, est moteur au 19e siècle. Voilà, on a un paysage beaucoup plus compliqué que les représentations. Bonjour Vincent Galliot. Bonjour. Et bienvenue dans Tribune d'artisans. On vient d'entendre Pierre Cornu, historien de la ruralité, qui s'exprime au micro de Xavier Mauduit dans le cours de l'histoire. C'était en mars 2022. Toi, Vincent, tu es maraîcher à Collonges au Mont-d'Or, au Champ des Saveurs. Tu cultives des semences paysannes en agriculture biologique. Est-ce que tu aurais envie de réagir à l'extrait qu'on vient d'entendre ? Alors, je ne me rends pas bien compte de l'histoire des communes rurales et des communes urbaines. Moi, j'ai l'impression d'être sur Collonges au Mont-d'Or sur plutôt une commune rurale au départ, pendant très longtemps, qui a plutôt évolué dans les dernières décennies. C'est vraiment très récent. Les Monts d'Or, en général, sont restés quand même plutôt avec beaucoup de végétation et avec encore de l'agriculture jusque dans les années 90, 2000, voilà, qui était très présente. Toi, tu t'es installé en 2017, suite à une carrière comme chef de projet informatique. Le terrain, il se trouve en bordure de la commune. Il est entouré par un petit bois et en contrebas, on a la Saône qui passe. Quand tu es arrivé, c'était une friche agricole. En gros, les champs étaient là, mais les cultures et les infrastructures inexistantes. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le lieu, comment ça se passe, comment tu t'installes ? Quelles sont tes priorités à ce moment-là ? Alors, le lieu, c'est effectivement une friche agricole, alors qui est plutôt récente, puisque le dernier agriculteur qui l'a utilisé, cette terre, c'est 2013. Donc, 2013, moi, j'arrive plutôt en 2015, en fait, pour trouver le terrain. Et effectivement, c'est une petite friche qui est plutôt en bon état, je dirais. Il faut savoir qu'il y a tout un plateau sur Collonges au Mont-d'Or qui était agricole, avec plutôt des vergers, d'ailleurs, jusque dans les années 80. Et
ce plateau fait 13-14 hectares et en fait, il y a une partie qui s'est emboisée de façon assez importante depuis les années 80 en fait. Il n'y avait plus que la partie plane qui était encore utilisée donc jusqu'en 2013. Et la friche, bah oui, c'est des armoises, des petites choses qui sont pas, enfin, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de feuillus, c'est vraiment des plantes annuelles en fait. Donc, quelles sont les priorités? Déjà d'y voir clair quand même dans tout ça, parce que même si c'est une petite friche avec des plantes annuelles, ça reste quelque chose qui est assez dense. Donc y voir clair quand on est à hauteur d'homme, c'est pas forcément évident. Donc défrichage, et puis une fois qu'on y voit un peu plus clair, par exemple il y a sur un terrain, sur une parcelle, il y a on se rend compte qu'après avoir défriché qu'il y a finalement en fait eu des dépôts de terre d'une maison sans doute qui s'est construit pas très loin, et il y a 2 amas de terre, et là on se dit qu'est-ce qu'on fait? Il faut évacuer la terre, voilà. Enfin bon, il y a des surprises. Tu veux dire des terres qui seraient impropres pour une culture, par exemple? Potentiellement, puis surtout, ça fait un tas de 1,50 m, 2 mètres, quoi. Donc, qu'on voyait pas quand il y avait la friche. Parce que là où tu t'installes, toi, tu as à peu près 2 hectares que tu vas mettre en culture. Ça s'est fait progressivement? Non, alors j'ai tout de suite tout fauché et puis ensuite préparer le terrain, l'ensemble du terrain pour surtout éviter que la friche regagne rapidement. Donc j'ai tout nettoyé, pas de labour parce que c'est pas dans ma philosophie, mais par contre un petit grattage superficiel pour éviter que toutes ces plantes repoussent. Et après, il y a toute l'infrastructure à mettre en place, donc les réseaux d'irrigation, des forages pour avoir de l'eau, parce que autant au XXe siècle, on pouvait peut-être encore se permettre de faire du maraîchage, ce qui est le cas, hein. J'ai des propriétaires qui faisaient du maraîchage sans eau, sans arrosage vraiment. C'est une terre assez argileuse. Autant, il y a quand même une évolution climatique qui fait qu'aujourd'hui, c'est impossible de réussir du maraîchage sans mettre de l'eau. Donc des forages, et puis les serres, parce que là aussi, si on veut avoir un peu de précocité, si on veut faire de la culture toute l'année, il y a des serres. Donc là, c'est plusieurs mois d'installation pour mettre en place toute cette infrastructure sur l'année 2016. Ce qu'on peut expliquer aussi, c'est que tu ne reprends pas une ferme, un bâti, tu reprends des terrains. Comment ça se passe l'installation? Qui te permet d'avoir accès à ces terres? Alors, on a la chance sur les Monts d'Or d'avoir une structure collective qui s'appelle le syndicat mixte Plaine Monts d'Or, qui fait son travail, on va dire, que toutes les communes, que toutes les collectivités devraient faire, c'est justement de préserver ces terres agricoles et d'essayer de trouver des porteurs de projets justement pour les utiliser. Et donc on a une structure qui est vraiment super, qui fonctionne très bien. Et cette structure, elle a fait toute une démarche pour faire rencontrer les propriétaires, il y a eu une réunion avec tous les propriétaires du plateau et pour proposer, en fait, il y avait 3 solutions pour les propriétaires. Soit ils laissaient en friche, mais potentiellement avec l'ambroisie, puisqu'on était sur des terrains agricoles qui étaient cultivés en conventionnel. Soit il y avait de l'ambroisie, et dans ce cas-là, ils étaient dans l'obligation de faucher. C'est normalement la loi qui oblige de faucher pour éviter les problèmes allergie, voilà. Soit la commune ou le syndicat mixte faisait le fauchage mais leur facturait, soit ils avaient un agriculteur qui finalement entretenait le terrain, et au lieu d'avoir un coût, c'était potentiellement un bail qui leur permettait d'avoir, au lieu d'avoir des charges, d'avoir des produits. Donc ça a été présenté de cette façon-là, ce qui est la réalité, hein, de toute façon. Et des propriétaires se sont dit, effectivement, plutôt que de s'embêter avec un terrain qui, de toute façon,
pour aujourd'hui n'est pas constructible, parce que c'est aussi un petit peu l'espérance des gens. C'est à un moment donné de se dire, des propriétaires se disent ça s'est construit juste à côté, il y a des maisons moi vraiment en bord de mon terrain. Un jour ou l'autre, ça va passer constructible. Or, il y a eu quand même toute une démarche qui a été faite depuis les années 2010. Il y a les zones PENAP qui ont été mises en place. PENAP, c'est préservation des espaces naturels et agricoles périurbains. Et en fait, ces zones PENAP sanctuarisent les terrains pour des dizaines d'années. Donc en fait, à un moment donné, espérer que ça devienne constructible, c'est plus la peine. Donc on leur a expliqué ça aussi. Il y a eu toute cette pédagogie qui a été faite lors de cette réunion. Donc à un moment donné, ils se disent, on va essayer de proposer à un agriculteur. Donc il y a quand même une pédagogie à faire auprès des propriétaires, auprès des anciens, parce que de toute façon c'était des anciens qui étaient eux-mêmes agriculteurs avant, qui avaient ces terrains-là. Et voilà, après, grâce au syndicat mixte, j'ai pu avoir effectivement les 2 hectares, je dirais plutôt facilement, puisque la réunion, elle a lieu en juillet 2015. Moi, j'ai contacté le syndicat mixte en février 2015, quoi. Enfin, en quelques mois, grâce à cette action du syndicat mixte, on a débloqué les 2 hectares plutôt facilement, ce qui n'est pas le cas de partout. Ce qui est plutôt assez oui. rare. Il faut préciser quand même que le syndicat mixte, il est représenté par des élus, oui, des différentes communes et de la métropole de Lyon. Et on voit aussi à cet endroit-là l'impact et la responsabilité que peuvent avoir les élus locaux dans la réintégration d'activités agricoles sur leur territoire et la préservation aussi des espaces. Tout à fait. L'ensemble des Monts d'Or pour ça, et justement grâce à cette collectivité, est vraiment plutôt bien préservé au niveau agricole et naturel. Bon, mais toi, tu es un Caluire rare. Oui. Et comment se passe l'intégration sur place avec les riverains? Comment est vue cette nouvelle installation agricole? Est-ce qu'il y a des peurs, des projections, des préjugés? Non, plutôt bien. En fait, au contraire, il y a eu des curieux. J'ai eu des gens qui avaient l'habitude de passer sur les chemins à côté et qui promenaient leurs chiens ou la balade du week-end quand il fait beau. Et en fait, les gens sont plutôt c'est bien, qu'est-ce que vous faites, qui s'arrête. Alors, quand on est en train de mettre en place, c'est un petit peu compliqué parce que on est aussi là pour travailler, mais en même temps, il y a ce lien humain qui est obligatoire. Là aussi, c'est de la pédagogie. On peut pas les envoyer balader parce qu'on a du boulot à faire, donc on s'arrête. Puis bon, c'est vrai que j'avais toute une année pour faire les travaux, donc finalement, on prend ce temps-là pour faire cette pédagogie et pour expliquer. Et les gens sont plutôt favorables quand on leur parle de bio, parce qu'il y a une inquiétude aussi potentiellement sur les maisons d'à côté. C'est ah oui, mais est-ce que je vais pas avoir des produits qui vont avoir un impact sur ma santé? Après, il y a potentiellement les bruits. Est-ce que le tracteur, je vais l'avoir tout le week-end qui va tourner à côté quand j'ai mes amis quand je suis sur la terrasse l'été? Voilà, il peut y avoir ces genres d'interrogations-là. Là, il y a aussi peut-être de ma part une volonté de faire attention à tout ça, justement sur les bruits en particulier. Moi, la seule, j'ai pas d'animaux qui vont faire du bruit le matin, un coq, des choses comme ça. Mais potentiellement, il y a les bruits du tracteur qui peuvent avoir une incidence. Donc moi, j'ai fait attention à ça quand même, de faire attention sur le week-end, surtout de pas être trop sur le tracteur ces jours-là, quoi. Essayer d'être attentif, de prendre soin des habitudes, parce que du coup, c'est toi qui arrivais après, finalement, et non pas l'inverse, comme on peut le voir parfois dans les zones rurales. Est-ce que tu peux me décrire la vie sur ton terrain aujourd'hui ? La vie quotidienne. Je dirais même la vie du vivant, parce que non seulement donc, tu t'es installé, tu as créé une activité nourricière, il y a un petit marché tous les jeudis soirs qui se déroule, tu invites aussi d'autres producteurs à venir vendre leur production.
Donc pour les riverains, il y a un intérêt direct à pouvoir venir s'approvisionner en fruits, en pain, en légumes, en viande. Mais donc tu as pu recréer un débouché, du dynamisme et un lien entre les mangeurs et ceux qui les nourrissent. Mais qu'est-ce qui est apparu de nouveau sur le terrain en termes de vie, en termes de diversité ? Alors moi, j'ai fait des choix. Donc non seulement, effectivement, je suis en bio, donc pas de produits qui sont... des produits chimiques de synthèse, mais j'ai aussi fait le choix d'essayer de ne faire aucun traitement. Et du coup, pour arriver à ne faire aucun traitement, comment on fait pour ne pas avoir des ravageurs de partout? En fait, on essaye de sauvegarder autour des champs des zones naturelles. Donc pas des friches parce que c'est pas le cas, mais des petites zones où effectivement il y a les plantes, les armoises qui potentiellement se développent, mais plein d'autres choses. Genre il y a aussi des plantations de fleurs, des choses comme ça, des bandes fleuries aussi avec la métropole de Lyon qui ont été installées. Et en fait, effectivement, on retrouve des papillons. Aujourd'hui, on en trouve beaucoup de moins en moins. On retrouve toute la biodiversité qui est autour. Et j'ai des voisins qui m'ont dit on voyait plus de papillons depuis des années et on en revoit à nouveau depuis que tu es là, depuis que tu es arrivé. Alors c'est plaisant de se dire qu'on participe en fait d'avoir un petit lieu comme ça au milieu de la ville, alors pas tout à fait au milieu, mais sur le côté de la ville, où il y a les espèces naturelles qui arrivent à se développer et on fait un petit îlot. À pointer le bout de leur nez, voilà. Parce que tu as aussi une mare oui. qui est sur ton terrain, donc tu as plusieurs serres. Il y a un magnifique abricotier qui se trouve au bout de ton terrain, qui est très magique. Quand on peut aller dessous, on a vraiment un retour aux sources et on prend compte aussi de l'importance de la richesse que peut nous apporter le vivant au quotidien, en tant qu'être humain, de l'importance qu'on a à être connecté avec le vivant. Tout à fait. Et est-ce que tu as d'autres animaux qui sont venus te rendre visite, alors des fois qui peuvent peut-être être problématiques, je pense aux faisans par exemple, oui. ou à d'autres animaux peut-être plus sauvages? Alors oui, alors au départ, on avait des chevreuils qui étaient là. Moi j'avais fait le choix, là aussi, c'était un petit peu un choix la première année, de dire on va laisser tout ce beau monde venir, il fait partie, il était là avant moi, on va essayer de le laisser prospérer, on va dire. Et puis la première année, les salades, les betteraves, tout, le persil, le céleri, tout était bouffé par les chevreuils. À un moment donné, j'ai dit non, je vais être obligé de clôturer. C'est ce qui était vraiment pour moi un peu à contre-cœur, mais j'étais quand même là pour produire. Et ne pas produire pour les chevreuils. Et donc, j'ai mis une clôture électrique et depuis, déjà, les chevreuils, c'est fini. Il y a les faisans, donc on a une colonie de faisans qui sont présents et il y a certaines années, en particulier les années sèches, 2022-2023, où ils étaient ravis de pouvoir trouver les tomates bien juteuses sous les serres. Hein, ils venaient jusque sous les serres sans problème. Donc, une petite problématique. Là, à part faire un signalement auprès des chasseurs, on n'a pas vraiment de solution puisque c'est du gibier, donc on n'a pas vraiment la possibilité de faire grand-chose. Mais les chasseurs sont plutôt contents d'avoir des faisans qui prospèrent ici. Donc on essaye de les chasser quand ils sont trop importants. Mais après, il y a aussi des rongeurs. Là, il y a des pièges. Pour le coup, ça, je peux. Des rongeurs qui peuvent manger un petit peu tout ce qui est sous la terre. Ça fait partie de... Pour moi, en tout cas, ça fait partie du
du travail d'agriculteur. Il faut accepter qu'il y ait un petit peu de pertes quand on vit avec le vivant, quand on travaille avec le vivant plutôt. Et voilà, c'est un petit peu ma façon de voir les choses, plutôt que de mettre des produits et de faire toute une installation qui serait finalement moins naturelle. Aujourd'hui, il y a 2 personnes qui t'ont rejoint, pas sur ton entreprise, mais qui se sont créées, donc deux autres entreprises qui existent aussi sur le terrain. Est-ce que tu peux évoquer cette collaboration, en tout cas cette nouvelle installation? Vous êtes 3 maintenant, même 4. C'est un scoop. Il y a Anne-Laure qui m'a contacté en fait en 2017. Elle habitait juste en face, à Fontaine-sur-Saône, de l'autre côté de la Saône, et avec un désir d'installation. Donc elle m'a contacté. On a dans un premier temps évoqué la possibilité de s'associer, et puis on était dans des phases de vie un peu différentes, avec 10 ans d'écart, des enfants qui ont 20 ans d'écart, donc avec des objectifs qui n'étaient pas forcément les mêmes. Donc finalement, on s'est dit qu'on n'allait pas s'associer dans la même exploitation, la même entreprise, mais plutôt collaborer, puisqu'on avait quand même des valeurs communes. Donc collaborer, et donc elle a pu, là aussi encore grâce au syndicat mixte, agrandir, enfin trouver de l'espace à côté, vraiment juste à côté de mon terrain, et on a mis en place, partage beaucoup de choses, l'irrigation, les outils, ce qui nous permet finalement de limiter nos investissements, puisque au lieu d'avoir 2, 3, 4 maintenant tracteurs, on en a qu'un, et on partage intelligemment tout ça. L'irrigation, c'est pareil. Tout ce qu'on a mis en place, c'est mis en collectif. Donc voilà, Anne-Laure, la première, donc fin 2019, début 2020. Il y a eu aussi Renaud, alors qui est parti parce qu'il a fait un autre projet en Ariège entre-temps, mais une association Terre de Mille Pas qui est venue récupérer le terrain quand il est parti, et puis ça c'est la 3e, et puis Paul Ruby qui s'installe là début 2025, qui est en maraîchage et qui va aussi participer, on va dire, au collectif en apportant une ressource d'eau supplémentaire, puisqu'il a mis en place une petite bassine. C'est pas une méga bassine comme on peut le voir, qui font 13 terrains de foot. Voilà, ça fait vraiment. Alors il y a une inquiétude par rapport aux passants, parce qu'elle est assez profonde. Elle fait 4 mètres à peu près de profondeur, mais sur, je sais pas, ça fait quoi? Ça doit faire 60 mètres carrés, quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas non plus une grande retenue d'eau. Mais la profondeur, les gens qui passaient ont eu une petite inquiétude qu'on va lever très rapidement. Mais voilà, c'est tout ce collectif qui se met en place avec des exploitations individuelles, parce que on a des envies un peu différentes de commercialisation, de temps de travail, de choix, même technique un petit peu. Donc voilà, c'est un peu... Et des débouchés un petit peu différents. Toi, tu travailles avec les particuliers, auprès des particuliers pour tes débouchés, et des restaurants. Anne-Laure, essentiellement des restaurants, il me semble. Et des épiceries. Et des épiceries. En fait, on a quand même des clients en commun. Et là aussi, on mutualise les livraisons, ce qui est plutôt intéressant aussi. Plutôt que de faire chacun une livraison, on fait une livraison pour 2, à tour de rôle, en fonction de notre capacité à livrer. Et oui, effectivement, il y a les choix de commercialisation qui sont un peu différents. Moi, j'aime le contact avec le public, avec le client, avec le mangeur. On en parlait tout à l'heure du mangeur.
j'apprécie d'avoir ces retours-là pour pouvoir moi aussi m'améliorer. Alors, en tant que producteur, on a toujours ce retour-là et toujours ce besoin-là, mais c'est vrai que d'avoir le client vraiment qui a mangé en face, c'est quand même un peu différent d'avoir que plutôt que le responsable d'une épicerie qui aura mangé aussi sans doute, mais qui n'a pas toute la diversité qu'on peut avoir quand on est en vente directe. Donc ça, c'était vraiment un choix. Effectivement, après les restaurants, il y en a plusieurs là qui sont mis en place. Le premier, on le cite toujours parce qu'il est arrivé très tôt. J'avais pas un an d'installation. C'est Christian Tête-Doigt qui est venu très rapidement. Pour moi, c'était même un peu tôt parce que c'était une première année difficile, mais voilà. Et c'est vrai que c'est une fierté aussi de se dire, on continue encore en 2025, donc ça fait plus de 8 ans maintenant 8 ans ça va faire. Que je fournis Christian Tête-Doigt, et après d'autres petits restaurants, un autre restaurant gastronomique, Astral, qui on va dire que ça va être ces deux principaux-là que j'aime bien mettre en valeur, mais après des épiceries, Mes Locaux. Alors, je vais quand même la citer, Mes Locaux, parce que c'est une petite épicerie qui est rue du Viard à la Croix-Rousse. Et qui vient d'ouvrir. Et ils sont super. Antoine et Marion, il faut aller les rencontrer. Petite dédicace. On va terminer, Vincent. Quels seraient tes souhaits pour demain ? Alors, en termes de territoire, de place, moi j'ai ce qu'il me faut aujourd'hui. J'ai même la possibilité d'accueillir potentiellement au sein de mon exploitation un autre associé. C'est quelque chose qui est envisagé depuis le début, avec une piste qui est en train de se dessiner là actuellement. On va travailler un petit peu là-dessus. C'est vrai que même si je suis pas tout seul, puisqu'on est plusieurs, il y a le collectif, d'avoir peut-être une vision extérieure. C'est quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui. Voilà. Et après, non, il y a quelque chose quand même, un gros projet qui est très important pour moi, c'est un bâtiment, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tout se fait dehors. Le lavage, c'est dans une baignoire qui est en extérieur. La vente, c'est sous un abri agricole vert qui est pas forcément le plus pratique, par grand froid, par grand chaud, par temps de pluie, par vent. Voilà. Donc un bâtiment là qui est vraiment quelque chose d'important pour 2026-2027, j'espère. Super. Bon. Eh bien, merci beaucoup, Vincent, merci, de nous Laetitia. avoir accordé de ton temps, de ton témoignage. Je rappelle donc le Champ des Saveurs, c'est à Collonges. On peut venir te voir le jeudi soir. Et le lundi. De 16h à 19h. Voilà, pour te rencontrer et découvrir tes magnifiques produits. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée, un beau festival, et on se retrouve dans 6 semaines. À très bientôt. Tribune d'artisans, prendre des bifurcations. Une émission présentée par Laetitia Chalandon sur Radio Anthropocène, en partenariat avec le média culinaire et engagé Machon Palémo.